Hello, hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live un petit peu spécial parce que c'est un live anniversaire. Non pas que c'est l'anniversaire du live, mais ça a été mon anniversaire la semaine dernière et je me suis dit que je devais bien profiter un petit peu de ce passage à une nouvelle dizaine puisque j'ai eu 50 ans vendredi dernier, vendredi de la semaine dernière. Et je me suis dit que ça valait le coup de faire une petite introspection sur ce que c'est que coder à 50 ans. Mais avant de démarrer le sujet en tant que tel, eh bien, je vais déjà faire un petit peu le tour du chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Salut David Cosinus, salut FX, Fixoulab, salut Fred alias Happy2Dev, Laurent Chélus, évidemment, No Wanda Corp Inc., Phaléon, plein de bisous Phaléon, j'espère que tu vas bien. Stéphane Georget, Yoda BZH coach, il y a aussi Ugla alias René ici présent, Metal Amstrad, bienvenue à toi. Titi Moby, merci Titi pour cet anniversaire. Titi Moby donc qui est là parmi nous, mais qui d'ailleurs ne va pas faire de live tout à l'heure, donc on ne débranchera pas sur son live exceptionnellement. Il fait une petite pause syndicale, si j'ose dire. Jack Ourou, et qui d'autre ici Stéphane Philippard, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de live parce que j'ai été en congé, j'ai dû changer à un moment donné mon planning. Donc le dernier live date de mars, je crois le 22 mars ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais peu importe, sachez que la semaine prochaine, lundi prochain, il n'y aura pas live non plus, pour la simple et bonne raison, c'est que la semaine prochaine, c'est Devox France et que je suis obligé aussi de bouger mon planning. Je vais exceptionnellement travailler le lundi, pour pouvoir être présent le mercredi, à Devox, éviter de bouffer, toute ma semaine. Donc le prochain live, ce sera donc dans 2 semaines, évidemment. Voilà, une fois toutes ces petites informations distillées, eh bien, écoutez, je pense qu'on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Et David Cosinus, ici présent, qui me dit moi aussi, je viens d'avoir mes 50 il y a à peine 6 ans. Bah écoute, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais je pense qu'on en est. On est pas mal de personnes, je pense, sur le chat, ici, dans ce live, à avoir passé la barre de la cinquantaine, ou en tout cas pas loin, pas loin. Tiens, salut Sylvain, Sylvain Vallès, ici présent, qui les a, je ne vais pas dire largement passé, hein, Sylvain, ce serait une insulte pour toi, mais en tout cas, il doit finir ses slides pour Devox la semaine prochaine, comme il dit dans le chat. Donc voilà, donc je voulais profiter un petit peu de ce passage à l'âge canonique de 50 ans, justement pour parler un petit peu, faire un état des lieux, une étape, regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé un petit peu toutes ces dernières années, et puis de voir ce que ça veut dire que de coder, faire du code à 50 ans en 2026 à l'ère de l'IA. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a aussi, alors qui changent en termes de technologie, mais pas que, ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi en termes de mindset. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'opposition, en tout cas que j'observe. Alors c'est peut-être par le prisme déformé des réseaux sociaux, mais en tout cas que j'observe entre les différentes générations, les jeunes versus les plus vieux, etc. Et je pense que ça ne devrait pas être un sujet. En tout cas, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Donc, j'ai eu 50 ans vendredi de la semaine dernière. Et le 10 avril 1976, je suis arrivé donc sur cette terre. Et à peine 10 ans plus tard, j'ai commencé à découvrir l'informatique. Alors, j'ai pas découvert l'informatique tout de suite. C'est pas la bonne raison, c'est qu'à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, j'ai commencé à faire de l'électronique, notamment de l'électronique analogique. J'ai eu la chance qu'on m'offre, vous savez, ces petits coffrets qui étaient assez connus dans les années 80, des coffrets de découverte d'électronique, où je me suis vraiment pris de passion pour l'électronique, allumer des LED, jouer avec des transistors, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, je suis vraiment entré dans le jeu et je suis allé au-delà de ces boîtes un petit peu de découverte et j'ai commencé à faire mes propres circuits, des détecteurs de lumière, des interrupteurs crépusculaires, vous voyez ce genre de choses, etc. Et puis je suis arrivé à l'informatique assez rapidement parce que j'ai la chance d'avoir un papa que l'on peut qualifier de geek, qui a toujours été très très passionné et par l'électronique et par l'informatique.
mon papa ayant fait de l'électronique quand il était jeune aussi, ça a été un gros avantage pour moi pour pouvoir aussi démarrer dans l'électronique, mais aussi être amené à l'informatique parce que évidemment c'était un gros fan de la micro-informatique naissante. Et donc très très tôt, il a eu un Apple II, il a eu des ordinateurs et je me souviens début des années 80, il a acheté un ZX81 et ce ZX81 a été pour moi une découverte. Alors tout d'abord, pas pour programmer, parce que quand il l'a acheté, ce ZX80, ça devait être en 83 de mémoire, je me souviens plus exactement. Ce ZX80, on l'utilisait essentiellement pour jouer. Alors pour celles et ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas ce qu'est un ZX80, je vais vous montrer à quoi ça sert. J'ai déjà montré sur les réseaux sociaux parce que j'en avais deux jusqu'à très récemment. Et depuis la semaine dernière, j'en ai un troisième parce que mon petit frère, alors quand je dis mon petit frère, il n'a pas 12 ans, hein, mon petit frère, il a 47 ans, il m'a fait un petit cadeau et je vais vous montrer ce petit cadeau et c'est collector. Ce petit cadeau n'est ni plus ni moins qu'un nouveau ZX81 mais dans sa boîte d'origine. Et oui, le ZX81 produit par Sinclair, donc firme anglaise, et donc mon petit frère a réussi à trouver dans les tréfonds d'internet quelqu'un qui vendait son ZX81 dans la boîte d'origine avec évidemment, je vais vous montrer ça si je fais pas tout tomber, ça va être le plus dur, voilà, avec tout ce qu'il faut, un ZX81, l'alimentation, les câbles, le manuel d'initiation et le petit clavier entre guillemets mécanique qu'on rajoutait au-dessus du clavier à membrane. Alors il n'y a pas d'extension de mémoire CSK avec, mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Donc je remercie mon petit frère de m'avoir offert ça, c'est vraiment c'est collector, et je vais même vous dire c'est d'autant plus collector que j'ai même la facture d'achat. Voilà. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça a été acheté 650 francs. Voilà. Le 28/05/1985. Voilà. Donc et que ça a été payé par chèque à Perpignan. Voilà. Donc c'est assez rigolo. C'est vraiment collector. Et en fait, cet ordinateur, pour revenir un petit peu en arrière, cet ordinateur est vraiment assez spécial parce que dans les années 80, c'était vraiment un ordinateur qui était extrêmement accessible, mais alors, on va pas se mentir, extrêmement limité en termes de performance, en termes de caractéristiques. Un Z80 à 3 et quelques MHz, mais en vrai, qui était utilisé à la moitié de sa fréquence parce que 50% de ces cycles machines servaient à maintenir l'affichage sur la TV, et quand on passait dans ce qu'on appelait le mode fast, donc pour pouvoir bénéficier de toute la puissance de calcul du Z80, eh bien l'écran n'était plus du tout maintenu et n'importe quoi s'affichait à l'écran, des sortes de bandes un peu bizarres, etc. etc. Donc c'était un ordinateur qui était extrêmement limité, et on va pas se mentir, avec un kilooctet de mémoire, on pouvait pas faire grand-chose avec, mais on pouvait pas faire grand-chose avec, sauf si on rajoutait une extension de mémoire CSK. Et là, on commençait à pouvoir faire des choses. Alors, le basique qui était dans cet ordinateur était stocké sur une ROM de 8K. C'était un basique, on va dire, tout à fait honnête, mais extrêmement limité aussi. Pas aussi avancé que d'autres micro-ordinateurs de l'époque, ou à venir juste après derrière. Alors, ce ZX81, comme je le disais, mon papa en a acheté un. Ça m'a permis de commencer à découvrir un peu la micro-informatique, de lancer un programme, de jouer à quelques jeux vidéo qui étaient assez sommaires, hein, pour cette machine qui avait aussi des caractéristiques assez sommaires. Mais vers l'année 1985-86, donc quand j'approchais des 10 ans, j'ai commencé à découvrir les joies de la programmation. J'ai ouvert les manuels et je me suis dit, bah tiens, est-ce que je peux écrire un programme qui fait quelque chose? Et donc, j'ai découvert ça, et à peu près au même moment, eh bien, dans ma famille est arrivé un CPC 6128 dans l'année 86, donc l'année de mes 10 ans. Et c'est là où j'ai quand même découvert un autre monde. L'Amstrad CPC, qui est une machine chère à mon cœur, et notamment le CPC 6128. Salut Nida, merci à toi. Le CPC 6128, donc, qui était une machine toujours basée sur un Z80.
mais avec 128 kilooctets de mémoire, un lecteur de disquette et puis aussi des choses qui nous permettaient de faire des graphismes. Des graphismes, il y avait trois modes différents. Le mode 0, 160 par 100 en 16 couleurs. Le mode 1 en 320 par 200 en 4 couleurs. Et le mode 2, qui est le mode haute résolution, 640 par 200, en mode 2 couleurs. Voilà. Donc ça nous permettait quand même de faire des choses relativement intéressantes dessus. On avait aussi accès à un basique de très très bonne facture, signé Locomotive Software, qui permettait de pouvoir vraiment exploiter correctement la machine, déjà en basique, sans passer tout de suite par l'assembleur. Donc ça permettait de jouer du son avec le PSG AY 38912 sur 3 voix. Ça permettait aussi de pouvoir accéder aux différents modes, de dessiner des traits, des rectangles, des cercles, commencer à essayer de faire un petit peu des animations, puis de commencer à s'initier aussi à la programmation en assembleur sur le Z80, puisqu'il y avait quand même des macro-assembleurs, comme le Maxam Assembler, il y en avait pas mal d'autres, mais on pouvait aussi le faire avec des lignes de data. Celles et ceux qui se souviennent des fameuses lignes de data que l'on codait, qui nous permettaient de pouvoir programmer entre guillemets un assembleur, mais opcode par opcode. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Donc tout ça pour dire que on est vraiment dans un monde très très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, et j'irai pas dire que c'était mieux avant. Je veux surtout pas rentrer dans ce débat. Au contraire, c'était pas mieux avant, mais par contre, ça a été quand même quelque chose assez formateur. Pourquoi? Parce que programmer à l'époque relevait d'une certaine dose de courage. On luttait vraiment contre la machine. Par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui on a des outils extrêmement performants qui sont nos IDE, qui sont nos différents programmes que l'on peut avoir sur nos machines. On a des systèmes d'exploitation extrêmement performants qui nous permettent de pouvoir faire travailler en parallèle différents programmes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Hein. À l'époque, on avait vraiment extrêmement peu de ressources, les machines étaient extrêmement contraintes pour différentes raisons, pour des raisons technologiques, mais aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que l'accès à des machines beaucoup plus évoluées qui permettaient notamment et le multitâche ou des choses beaucoup plus avancées. Je pense notamment à des ordinateurs qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais comme l'ordinateur, le Lisa d'Apple, c'était des machines extrêmement chères. Donc c'était plusieurs fois le SMIC de l'époque pour pouvoir s'en offrir une. Donc évidemment, le marché était pas encore là. Et il allait évoluer comme ça progressivement pendant les 30 années suivantes pour arriver jusqu'où on est. En tout cas, comme je disais, à l'époque, on luttait vraiment contre la machine, c'est-à-dire on n'avait pas accès à toute cette mine d'informations aujourd'hui qui est Internet, avec des mines d'informations vraiment considérables. Je pense, il n'y avait pas Google, on n'avait pas Stack Overflow, on n'avait pas tout ça. Donc la seule façon de pouvoir commencer à coder et de commencer à se faire la main sur le code, c'était d'acheter des magazines spécialisés dans lesquels il y avait des listings. Alors, vous vous souvenez certainement d'Hebdogiciel, par exemple, donc dans lequel il y avait des listings que l'on recopiait à la mimine, comme ça, sur notre ordinateur. Et puis, quand on était curieux, on essayait de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les jeux que l'on reconnaît, que l'on recodait comme ça à la main. Et puis, on pouvait commencer à les modifier. Et puis, évidemment, de fil en aiguille, de commencer à comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, à apprendre des techniques de programmation des uns et des autres. Et comme le dit Sylvain là dans le chat, et ben, l'étape suivante, c'était d'aller acheter aussi des livres, les fameux livres qui étaient édités par PSI et Cibex. J'en ai tout un paquet dans ma bibliothèque, hein, sur l'Amstrad CPC, sur le ZX81. Sur le ZX80, j'en ai là. Hein. Prenons ces bouquins-là, 50 programmes pour ZX80. J'ai les bouquins aussi robotiser votre ZX80. J'ai l'équivalent, la Bible de l'Amstrad CPC. Si on prend ce genre de bouquins aussi, voilà, c'était des livres que l'on achetait pour pouvoir aller au-delà de ce que nous offrait le manuel utilisateur, et puis de fil en aiguille, quand les machines devenaient de plus en plus matures, en tout cas l'usage devenait de plus en plus mature, il y avait des livres qui sortaient, qui nous permettaient évidemment d'aller bien au-delà de ce que permettait le manuel et de découvrir un petit peu les secrets des entrailles des machines, secrets dont même les concepteurs ignoraient jusqu'à l'existence, parce que parfois, rappelez-vous, toute la beauté de cette programmation reposait sur des tricks hardware de la machine que l'on essayait d'exploiter, notamment pour avoir plusieurs modes graphiques, par exemple sur l'Amstrad CPC, par exemple avoir le mode 0 en haut et le mode 1 en dessous, pour pouvoir mixer un peu les résolutions.
Donc tout ça reposait sur des tricks qui n'étaient pas prévus à l'origine et que l'on exploitait. Alors évidemment, l'Amstrad CPC est une machine chère à mon cœur parce que j'ai travaillé dessus pendant plusieurs années. C'est elle qui a vraiment forgé mon appétence pour la programmation informatique et qui m'a permis vraiment de développer toute la partie un petit peu, je vais dire un gros mot, mais architecture logicielle, c'est-à-dire un petit peu de comprendre comment fonctionnent les choses, comment un petit peu programmer sans faire du code spaghetti ou ce genre de choses. Et toujours en gardant des ressources extrêmement contraintes. Donc l'Amstrad CPC, si je partage mon écran, rappelez-vous, l'Amstrad CPC, ça marche pas, hop, voilà, l'Amstrad CPC, c'était ça. Voilà, le voilà. Donc l'Amstrad CPC, qui est une machine qui est sortie, donc on a fêté d'ailleurs son anniversaire ce week-end, qui est sorti en 1984. Et donc cette machine, le CPC 464, qui était une machine dotée d'un lecteur cassette d'abord et 64 kg de RAM, puis le CPC 664, qui était la même chose que le 464 mais avec un lecteur de disquette, mais qui n'a pas eu une très longue vie sur le marché, et le CPC 6128, qui était vraiment la machine phare d'Amstrad, et donc qui permettait d'avoir accès quand même à quelque chose d'assez confortable et qui a eu un succès phénoménal en France notamment, mais pas que, en France, en Espagne, en Angleterre, essentiellement en Europe. Et il y a un petit succès d'estime aussi aux États-Unis, il faut le savoir. Et l'Amstrad CPC, comme je disais, moi j'ai développé longtemps dessus, et tant aussi bien qu'à un moment donné, au début des années 2000, en 2001, en mars 2001, j'ai commencé à coder mon propre émulateur d'Amstrad CPC. Et là, si je me remets un petit peu dans le cadre de l'époque, pour moi, lorsque j'ai commencé à coder sur Amstrad CPC, un truc qui était magique, c'était simplement de taper ce genre de commande border 3,6 et de se dire, ah ok, c'est super, on fait clignoter la bordure avec une couleur. Ça, pour nous, c'était incroyable. C'est sûr que par rapport à tout ce qu'on est en train de faire maintenant, et bien évidemment, maintenant, on est en train de... On a bousculé un petit peu ces codes, et les premiers programmes qu'on fait sont infiniment plus évolués que ce que l'on faisait à l'époque. Et après l'Amstrad CPC, j'ai eu accès à un certain nombre de machines, alors que je n'ai pas eu personnellement, mais auxquelles j'avais accès et qui m'ont permis aussi d'aller un petit peu plus loin et de commencer à découvrir des machines un peu plus professionnelles, un peu plus velues techniquement parlant, et qui permettaient de faire des choses assez incroyables. Je pense notamment à l'Atari ST, qui était une excellente machine donc de la firme Atari. Atari ST, donc le ST qui signifie 1632, donc 1632. Pourquoi? Parce que cette machine était équipée d'un Motorola 68000, qui est un processeur que l'on qualifie de 1632 bits, voilà, un bus de données de 16 bits, mais avec une architecture interne de 32 bits. Et donc c'était une machine assez performante et novatrice pour l'époque, mais selon moi, pas aussi novatrice et performante que son homologue, qui était le Commodore Amiga, qui pour moi reste de loin l'une des machines qui a réellement marqué les années 80 et le début des années 90. Salut Philippe, bienvenue, salut Mr. Treggy. Et donc, j'ai eu accès à cette machine qui était l'Amiga, qui m'a permis aussi de découvrir un mode de programmation différent, c'est-à-dire avoir des ressources un petit peu supérieures, de la programmation dans un écosystème, un environnement qui était beaucoup plus abouti, puisqu'on commençait à voir donc sur l'Amiga, on avait le Workbench qui permettait donc de lancer, et qui permettait aussi le multitâche, donc de lancer plusieurs programmes beaucoup plus évolués que ce que l'on avait accès sur l'Amstrad, et encore plus le ZX. Et sur l'Atari ST, évidemment, c'était le TOS, qui était donc un système d'exploitation graphique, où là, on commençait quand même à percevoir des choses qui étaient assez intéressantes en termes d'usage. Donc, toutes ces machines ont vraiment forgé pour moi un certain goût, et pour la programmation, mais aussi pour découvrir des techniques de programmation, puisque à l'époque, comme je le disais, il fallait vraiment en vouloir pour pouvoir programmer. C'est-à-dire, il fallait s'équiper déjà de machines relativement coûteuses. C'était un budget pour l'époque, beaucoup plus pour l'époque que maintenant. Mais aussi s'équiper en littérature, donc acheter des magazines, acheter de nombreux livres qui pouvaient traiter de différents sujets. C'était des livres qui pouvaient traiter de programmation graphique, qui pouvaient traiter d'optimisation, de programmation en assembleur sur différentes architectures. Je pense notamment au Z80. Il y a un fameux livre sur la programmation Z80 qui existe,
qui a été un best-seller et qui a aussi été répliqué sur le 6502. Donc voilà, donc toutes ces machines Heu, m'ont permis de forger au fur et à mesure des années, donc jusqu'au début de mon adolescence, le milieu de mon adolescence et à ce moment-là, j'ai eu, la chance donc d'avoir, mon premier PC. Donc mon premier PC, alors qui était pas celui-ci, qui était pas, l'IBM 51, 52, mais non 5150 pardon, mais un PC, un clone qui était un PC, à base de 8286. Donc j'ai eu accès à mon premier PC qui était un 286 équipé de 1 mégaoctet de mémoire vive, ce qui était énorme pour l'époque, un disque dur de 40 mégaoctets, ce qui était aussi énorme, et une carte VGA qui supportait le mode MCGA, donc le 320 par 200 en 256 couleurs. Et évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un live il y a un an et demi peut-être, un an et demi sur le sujet, sur la programmation d'effets graphiques sous DOS. Je vous mettrai le lien dans la description, mais vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, où je montrais comment, à l'aide du Turbo C, on pouvait développer des effets démo, comme les démo makers de l'époque, pour pouvoir exploiter un petit peu ces machines et faire des démonstrations un petit peu eye candy, comme on dit. Voilà. Euh, donc là maintenant, encore une fois, là je veux pas surfer sur la partie du «c'était mieux avant» ou c'est voilà, on se souvient d'un monde, un petit peu idéalisé. Je dois vous dire que toutes ces machines et ce hardware, pour pouvoir l'exploiter, fallait en vouloir. Voilà, il fallait en vouloir et ça permettait aussi, de forger, bah, une certaine curiosité, de forger aussi, un certain goût pour l'expérimentation et l'expérimentation, bah, parfois, on va pas se mentir, bah, vous pouviez perdre, du travail. C'est-à-dire que si vous le faisiez un programme, sur un CPC ou un Amiga que vous sauvegardiez pas sur votre disquette, ce qui prenait parfois un temps considérable, et je parle même pas du ZX80 ou du CPC 464 où vraiment littéralement vous entendiez le programme se charger ou se sauver, voilà, puisque c'était un lecteur cassette. Donc, bah, en fait, si on prenait pas nos précautions, on pouvait perdre de longues minutes ou de longues heures de travail. Ça, c'était la punition était immédiate. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ou même depuis ces 30 dernières années, lorsque vous travaillez sur des systèmes d'exploitation, on va dire un peu modernes, où vous avez du multitâche. Si normalement votre programme plante, vous ne faites pas planter l'OS. À l'époque, si votre programme plantait sur ces machines-là, bah, vous écriviez dans des zones de données qui étaient illicites, c'était punition directe. Voilà, plantage de votre machine, il n'y a plus qu'à faire un reset et potentiellement vous aviez perdu quelque chose. Voilà. Donc bon, on peut dire que vraiment toute cette partie de code sous contrainte, c'était un autre monde. Et je regrette pas spécialement ce monde. La seule chose que je regrette de ce monde, effectivement, que l'on n'a pas forcément aujourd'hui, c'était effectivement le goût de la recherche. Le goût de chercher, de se dépasser, de travailler sous contrainte avec des outils et du hardware qui était réellement contraint. Alors, bon an, mal an, tout ça, je vous passe l'histoire, hein. J'ai traversé les années 90 en étant à fond dans la programmation. J'étais pas encore majeur que j'ai créé et vendu 2 logiciels. Donc ça, c'était ma petite pépite pour l'époque et j'en étais assez fier. Et je savais que je voulais rentrer dans ce domaine-là. Et quand on est arrivé fin des années 90, évidemment, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir aller travailler dans ce domaine merveilleux que je trouve qu'est l'informatique, c'est-à-dire de profiter de tous les acquis que j'avais pour pouvoir les exploiter d'un point de vue professionnel et de pouvoir être payé pour ça. Ça, pour le coup, ça, c'était vraiment super. Et puis, il y a eu cette petite révolution qui est arrivée milieu des années 90. Alors, tout début des années 90 en vrai, mais qui a commencé réellement à percer pour moi au milieu des années 90, c'est Linux. Alors, Linux, pour moi, je connaissais de nom les systèmes Unix, etc. Puis j'avais entendu parler de Linux, qui était une sorte d'Unix. On savait pas trop ce que c'était. Et puis, on se disait, bon, bah, ça permet d'avoir une sorte de machine Unix sur notre PC à la maison, etc. Donc, j'ai commencé à découvrir ça et de pouvoir découvrir une véritable autre façon de travailler avec un vrai système d'exploitation. Parce que au début des années 90, j'avais au pire du MS-DOS, au mieux du Windows 3.11, ce
ce qui était déjà pas mal pour l'époque, mais comme je disais, il suffisait qu'un programme plante et on le payait aussi cash, hein, sous MS-DOS, c'était plantage de la machine, et sous Windows, il était pas rare aussi d'arriver à faire planter la machine. Et quand Linux est arrivé, puisque je suis passé d'un 286 à un 386 DX40, qui était plutôt pas mal, bah, ça m'a permis de pouvoir installer mon premier Linux, une Slackware, sur ma machine, et de pouvoir découvrir un petit peu ce nouveau monde auquel j'étais, enfin, je dois vous avouer, j'étais complètement perdu. C'est-à-dire que je connaissais rien à Unix, moi, ce que je connaissais le mieux, c'était MS-DOS, hein. Donc là, on parle de gestion d'utilisateurs, de système multitâche préemptif, de protection de la mémoire, que sais-je encore, c'est un truc de ma boule. Mais pareil, là, on travaillait sous contrainte, mais de façon très différente. C'est-à-dire que lorsqu'un programme que l'on écrivait plantait, lorsqu'on l'écrivait en C, typiquement, bah, il plantait, mais il générait un core dump, c'est-à-dire une faute de segmentation, un problème, un fichier de corps, et qui nous permettait de voir avec un débugger bah, ce qui s'était passé. Révolution, révolution. C'est là où on se dit que l'outillage devenait encore plus mature. Ça nous permettait de pouvoir avoir accès à une facilité de programmation qui était quand même beaucoup plus aboutie, beaucoup plus avancée que ce que j'avais pu connaître auparavant. Donc ça, c'était vraiment une véritable révolution pour moi. Et tout ça m'a orienté, alors d'un point de vue, idéologie, vers l'open source et le logiciel libre. Alors le terme open source n'existait pas à l'époque et je découvrais ce qu'était le logiciel libre. Mais évidemment, ça m'a forgé sur le fait que c'est vers ça que je voulais m'orienter. Alors, les années se sont écoulées, je suis rentré dans l'industrie, j'ai progressé, j'ai regardé effectivement cette industrie bouger, évoluer. Et si vous le voyez durant ces au moins 25 dernières années, depuis le début des années 2000, il y a eu une explosion technologique qui fait que bah, ce que l'on faisait il y a 20 ans sur des systèmes d'exploitation type, je sais pas, Windows 98, Windows 2000, Windows XP en 2001, les premières versions de Linux, etc., jusqu'à maintenant, on voit que tout est devenu assez mature. Et la programmation aussi a beaucoup évolué, puisque de nouveaux langages sont arrivés. On a eu Java à partir de 1995, on a eu C#, .NET à partir du début des années 2000. Je ne vous ferai pas l'histoire, mais un jour j'en parlerai dans un live de comment est arrivé .NET et le pourquoi du comment. Et puis, des choses ont explosé d'un point de vue technologique. Le C a continué de progresser, le C++ a pris aussi énormément d'ampleur, et d'autres langages sont arrivés vers la fin des années 2000, début des années 2010. Je pense notamment en Go. On a ensuite le Rust qui est arrivé. Et il y a eu cette explosion un peu thermonucléaire de notre industrie, qui est l'avènement de l'IA. Et c'est là où je voulais en venir. L'avènement de l'IA, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Et notamment, qu'est-ce que ça change pour des vieux briscards comme moi, ou certains d'entre vous qui êtes aujourd'hui dans le chat? C'est un vrai banger, parce qu'on on se retrouve avec une façon absolument différente d'aborder le code, et non plus par la ligne de code en tant que telle, mais je pense vraiment par l'architecture. Alors, là où ça me fait un peu mal, c'est que on a toutes et tous développé une certaine appétence pour le code, en tout cas pour celles et ceux qui sont un peu comme moi, très geeks et qui adoreront coder. On a une appétence à produire de la ligne de code, c'est-à-dire concevoir sa classe, créer les contrats entre les différentes classes d'objets, enfin classes ou équivalents selon les langages, hein. Les prototypes si vous faites du JavaScript par exemple. De pouvoir faire vraiment de la programmation par contrat, de pouvoir passer des heures et des heures, et je sais qu'en disant ça, vous voyez, même vous, là, en train de me regarder, de penser aux heures carrées que vous avez passées à peaufiner 3 ou 4 lignes de code. Et quelque part, l'IA est arrivée avec un outillage quand même assez mature maintenant depuis, on va dire, ces derniers mois. Depuis 2025, est arrivé vraiment des outils d'aide à la programmation vraiment plutôt avancés, et qui sont presque en train de nous dire que tout ce que l'on a appris auparavant est obsolète. C'est-à-dire que produire du code n'est plus une fin en soi, même si ça n'a jamais été une fin en soi, mais produire du code, produire de la ligne de code n'est plus, forcément valorisé. Et on se dit, bah oui, bah, tout ce qu'on a appris, finalement, ça y est, c'est perdu. J'ai fait ça pour rien. Quelle est ma valeur aujourd'hui sur le marché? Alors,
pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché ou les gens qui sont un peu moins jeunes et qui sont déjà sur le marché, qui ont on est entre 25 et 35 ou 40 ans, effectivement, pour eux, ça fait partie de l'évolution normale de leur pratique. Ils ont connu un monde un petit peu avant où ils découvrent l'informatique avec ce monde directement. Nous, c'est vrai qu'on a connu un monde, et je pense notamment aux gens qui sont aujourd'hui en retraite, qui étaient encore avant nous, qui avaient démarré dans les années 60-70. Pareil, ils ont connu un monde qui était très différent du monde aujourd'hui de la programmation. Et on peut se dire que, ok, maintenant, ça y est, 50 piges, je suis sur le marché, je suis complètement un petit peu dépassé par ces outils. Quelle est ma valeur sur le marché? Parce qu'avant, ma valeur, c'était ma haute technicité pour pouvoir coder plus vite, enfin plus efficacement, je vais dire plutôt ça, plus rapidement et plus efficacement que des gens peut-être moins expérimentés. Alors, je le parallélise pas forcément à l'âge, même s'il y a quand même un parallèle à faire. C'est-à-dire que l'expérience, la compétence que l'on peut avoir est forcément liée au nombre d'années d'expérience. C'est-à-dire qu'il nous a fallu des années de pratique pour nous permettre d'arriver à être un master quelque part, un maître Yoda sur les technologies qu'on maîtrise. C'est comme devenir un joueur de piano professionnel. Il y a des années et des années de travail, de gamme, de répétition, de concert. Comme nous, on a eu des années et des années de tests, d'expérience, de programmation, etc., qui nous ont permis d'arriver à ce niveau de maîtrise, de produire la bonne ligne de code avec la bonne syntaxe, parfois idiomatique, parce que le langage a des expressions totalement idiomatiques. Et là, on se dit, bon, bah voilà, je demande à une IA, je prompte, elle fait le même travail que moi en 2 secondes. Ou en 2 minutes, on va dire, si elle n'est pas très rapide. Après, on pourrait se dire ça, et moi je suis pas défaitiste là-dessus, et au contraire, j'y vois plutôt une opportunité. Et je rejoins d'ailleurs le commentaire de Philippe qui vient d'arriver là, où il dit: maintenant ton super pouvoir, c'est de voir du premier coup d'œil que ton agent fait de la merde, on va le dire, et que ça va merder dans pas longtemps. Tout à fait. Et en fait, notre expertise maintenant, je pense qu'elle est en train de pivoter réellement de la production de code, même si on continue à savoir produire du code et qu'on aime ça. Moi, j'adore écrire du code. C'est-à-dire que passer 100% la main à une IA pour produire mon code, j'y suis pas encore. Mais je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. J'en avais déjà parlé dans un précédent live. En revanche, notre valeur, c'est justement comme on en a bouffé des problèmes, des bugs, des projets, des choses qui ont bien marché, d'autres moins bien, des joies, des peines, des succès, des échecs. C'est que on a forgé aussi une certaine facilité à travailler non pas sur le code en tant que tel, mais sur quelque chose qui est plus important, qui est l'architecture. Comment on va pouvoir créer un logiciel qui soit à la fois rapide, donc performant, qui soit à la fois bien conçu, évolutif, et évolutif vraiment dans le futur. Je ne parle pas évolutif dans le jour d'après ou dans 2 jours, c'est évolutif sur des années. Et donc tout ça, je pense que on a acquis une réelle compétence à créer de l'architecture logicielle de façon très très intuitive. Et lorsqu'on travaille avec une IA, je pense notamment avec Claude Code, mais aussi d'autres IA, que ce soit Codex ou d'autres, de se dire, ok, ce qu'il est en train de me produire là, c'est pas comme ça que je l'écrirais. Et on sent tout de suite que ça va merder. Et que notre super pouvoir, comme le disait Philippe, c'est de savoir déjà dès les premières lignes de code qui vont être générées, ou les premières propositions d'architecture que l'IA va nous faire, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, pour être très honnête, je pense qu'en 2026, avoir 50 ans, c'est pas forcément être dépassé sur le marché, c'est au contraire avoir un super pouvoir qui est notre passif, notre expertise que l'on a travaillé pendant des années, des années. Pour moi, c'est les 30 dernières années d'un point de vue professionnel et 40 ans depuis que j'ai réellement commencé à programmer mes premières lignes de code. Donc tout ça, on arrive à le mettre à contribution, et l'expérience nous permet de voir que l'outil nous emmène soit dans une bonne direction, soit dans un corner. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des gens qui commencent à programmer aujourd'hui, à découvrir la programmation et le développement logiciel au sens très large du terme, aujourd'hui en 2026. Je pense notamment, vous savez que j'enseigne en école d'ingénieur. Effectivement, je vois que les étudiants que j'ai depuis ces 6-7 dernières années, et notamment ceux que j'avais cette année, bah, ils sont vraiment un tournant parce que ils commencent à aborder la programmation avec des agents d'IA pour lequel
seul le résultat compte et non pas le comment c'est fait. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, bien au contraire. Au contraire, cette année d'ailleurs, je les salue. Au passage, j'ai eu une classe vraiment plutôt bien, bien câblée, avec des élèves extrêmement intéressants et intéressés. Mais j'ai eu pendant les années précédentes, notamment les 2, 3 années qui ont précédé, justement ce côté où les élèves me disaient: «Mais monsieur, à quoi ça sert d'apprendre à savoir faire, à savoir créer des sockets en C ou ce genre de choses? Il suffit que je le demande à mon IA, elle le fait». Bah, en fait, oui, l'idée, c'est pas juste de produire une ligne de code qui va fonctionner, c'est de produire une architecture, quelque chose qui va être évolutif, qui va fonctionner, qui va être exempt de bugs, parce que l'IA va pas forcément voir tes bugs, même si elle en voit de plus en plus, et des bugs architecturels notamment. Mais les outils sont pas parfaits, et les outils génèrent du code qui est d'aussi bonne qualité que le prompt lui-même. Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que notre expérience aussi, à 50 ans, sur le marché en 2026, avec tous les outils d'IA que l'on peut avoir, bah, notre vrai pouvoir, c'est de vraiment savoir guider l'IA par un prompt ou par quelques prompts bons du premier coup. Et c'est ça, je pense, notre pouvoir. Alors, il y a l'ami Mélix en commentaire qui dit combien de temps va durer ton super pouvoir? Parce qu'il y a 18 mois, le code était pourri, on n'avait pas Claude, Open Code, etc., etc. Et la revue de code IA, c'est pas passionnant, mais enfin, c'est pas passionnant et c'est super fatigant. Alors évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une question de savoir jusqu'où vont aller ces outils-là. Et la vraie question, pour moi, bah, ce super pouvoir, bah, il va durer un certain temps et que certaines personnes qui n'ont pas, comment je dirais, qui n'ont pas forcément certaines compétences très avancées sur de l'architecture vont être très rapidement dépassées. Après, je crois pas encore au fait, pour être très honnête, mais peut-être je me trompe lourdement, je ne crois pas vraiment au fait que demain, n'importe qui, quelqu'un qui connaît absolument rien d'informatique, un businessman, un chef de projet, que sais-je encore, prend un Claude Code, il prompte un truc, ça lui crée le programme merveilleux, magnifique, bon du premier coup qu'on met en prod et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois pas forcément à ça. Je crois pas forcément à ça parce que je pense qu'il faut quand même un certain niveau de compétence et de connaissance pour pouvoir orienter les IA et sur les technologies et sur la bonne façon de faire et bah, sur tout ce qui est nécessaire dans la production d'un logiciel. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le code, qui ont installé Claude Code chez eux, ils ont prompté rapidement, ils ont eu un programme qui marchait. Mais il y a une différence entre un programme qui semble fonctionner ou qui marche du premier coup, entre guillemets, et un vrai logiciel robuste, exempt de bugs et notamment de failles de sécurité, qui a une bonne architecture, qui a les bonnes performances parce que évidemment, dans l'architecture, il y a l'architecture à tous les niveaux. Il y a l'architecture macroscopique du logiciel en tant que tel, c'est-à-dire toutes les briques logicielles qui sont nécessaires pour constituer ce logiciel, mais il y a l'architecture aussi microscopique, utiliser les bonnes structures de données, savoir bien concevoir une classe ou ce qui représente une classe, donc d'avoir des choses qui soient facilement tricotables et détricotables. Donc tout ça, je pense, ça ne veut pas dire que les gens qui n'y connaissent rien à l'aide du YAN ne vont pas arriver à faire des choses, mais je pense que notre valeur, si on doit produire des choses à grosse valeur ajoutée, elle est là. Et d'ailleurs, si on ne regarde que le résultat et pas la qualité, d'un point de vue béotien, c'est pareil. Et tu as tout à fait raison, Cédric. Tu as absolument raison. Beaucoup de gens ne regardent pas le comment c'est fait, ils regardent essentiellement le résultat. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où il y a un vrai problème. Le truc plante, fait n'importe quoi, au pire, se fait pirater. Bah, là, quelque part, enfin, c'est comme tout, hein. Il y a les gens qui achètent des chargeurs de téléphone portable chez Wish ou chez Temu et ils disent ouais, de toute façon, à quoi ça sert d'aller dépenser, d'aller chez Darty acheter un vrai chargeur ou marqué CE dessus qui est certifié, etc. Et puis il y a ceux qui se disent bah ok, j'achète ça et puis c'est pareil. Et puis jusqu'au jour où il y a un incendie chez eux. D'un point de vue béotien, les deux chargeurs étaient identiques. Sauf qu'il y en a un qui était moins bien conçu que l'autre et qui a foutu le feu à la baraque. Alors, je dis pas que tout va foutre le feu à la baraque en permanence, mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un certain recul. Et l'idée, c'est aussi que les gens qui nous dirigent ou les gens qui nous demandent d'écrire du logiciel pour eux aient aussi un certain recul par rapport à cette qualité.
Après, j'essaye d'être optimiste, et tu as raison. Tu dis que tu aimes mon optimisme, et j'essaye de l'être, parce qu'il nous reste quand même encore quelques années à travailler, et que pour survivre un petit peu dans cet écosystème, qui est l'écosystème du développement logiciel, bah, il va falloir aussi qu'on s'adapte. Alors s'adapter demain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors aujourd'hui, entre guillemets, j'ai l'avantage d'avoir entre guillemets une bonne place. Je suis pas juste codeur, je suis CTO, mais ça veut dire aussi que demain, si je dois me trouver sur le marché et trouver une autre place, est-ce que je trouverai facilement une place de CTO? Parce que il va y avoir mécaniquement besoin de moins de monde sur le marché, puisque tous ces outils d'aide à la programmation par IA vont remplacer une grande frange de la population. Donc il va y avoir besoin de moins de monde pour faire exactement la même chose qu'avant, ou d'arriver à faire plus. Donc ça, c'est ça aussi, comment va s'orienter le marché. Je pense que ce marché va fortement bouger dans les prochaines années. Je le vois avec Claude Code, je le pratique maintenant depuis quelques mois, j'ai équipé mon équipe avec Claude Code, et effectivement, je vois le gain en productivité, pas la productivité juste en nombre de lignes de code pur, hein. L'idée, c'est pas de dire je juge pas les gens sur le nombre de lignes de code pur ou le nombre de tokens qu'ils ont consommés, comme le font certaines boîtes en ce moment, mais sur leur capacité de délivrer, de la qualité et la quantité de ce qu'ils arrivent à délivrer versus avant. Donc, et effectivement, autant avant, je pouvais me poser la question en fonction de notre activité économique de dire j'ai besoin d'embaucher plus de monde parce que, entre guillemets, on a trop de travail par rapport au nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, ça me permet de ne pas embaucher, et qu'on puisse faire ce travail nous-mêmes de façon augmentée par des outils tels que Claude Code. Voilà. Donc, dans tous les cas, comme le dit Titi, hein, la tech, on s'adaptera, l'économie. Si on continue avec les fous qui vivent pour l'argent sans limite et sans considération humaine, c'est moins sûr. Bah, évidemment, ça, malheureusement, on le gère pas. C'est pas nous qui gérons, on n'a pas la main dessus. Voilà. Donc, après, est-ce que demain, vraiment plus tard. Et c'est pas que le fait de coder aujourd'hui à 50 ans, mais c'est aussi de coder à 40 ans, à 30 ans et à 20 ans sur le marché. Si demain il y a les boîtes qui se disent ok, je remplace tous mes salariés finalement par des agents IA, et je paye du token au lieu de verser des salaires, je verse de l'argent pour payer des tokens pour produire mes logiciels. Aujourd'hui, en l'état actuel de la technologie, j'ai peine à croire que ça arrive. En revanche, Euh, il n'est pas impossible, au vu des progrès qui sont en train d'être réalisés, et on le voit sur les progrès sur les modèles d'IA et sur les progrès au niveau de la robotique notamment, que demain, on aurait probablement besoin de moins d'humains pour faire ces choses-là. Ça va vite poser à des problèmes sociétaux, parce que si on n'a plus besoin d'humains et qu'on met tous les humains au chômage, bah, les boîtes, ok, dans un premier temps, elles vont être super contentes, elles vont être super productives, elles vont produire à moindre frais ou avec moins de frais la même chose sans avoir besoin d'humains. Mais si les humains n'ont plus de salaire, ils n'ont plus de pouvoir d'achat, donc ils pourront plus acheter auprès de ces boîtes. Et on va rentrer dans une sorte de cercle vicieux, je pense, qui va pas être sympa à passer. Voilà. En tout cas, bon, moi je suis pas du tout futurologue ou ce genre de choses. Je prétends pas du tout avoir une vision très clairvoyante sur le sujet. On verra bien ce qu'on verra. Et je suis en train de me dire d'ailleurs de plus en plus, à cet âge canonique de 50 ans et plus, de me dire, bah, vivons un petit peu au jour le jour, essayons de voir un petit peu les tendances qui vont venir à 6 mois ou max un an. C'est déjà très 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 difficile. Et puis, bah, on verra un petit peu ce qu'il adviendra. En tout état de cause, à 50 ans, et c'est là où je veux en venir, pour moi, je me sens pas du tout obsolète. Peut-être plus vieux, mais pas obsolète. Et donc, je pense que en fait, le code change, la façon de coder a changé, mais la curiosité, la rigueur, tout ça, ça reste des éléments vraiment centraux. Et on peut se dire qu'à 50 ans, je vais pas coder contre l'époque, je vais coder avec ce que mon époque va m'offrir aujourd'hui, sans perdre vraiment ce que le passé m'a offert. Et je pense avoir été chanceux, très honnêtement, en regardant de façon la plus objective possible, d'avoir vécu ce passage des années 80-90, déjà, où, comme je le disais tout à l'heure, on travaillait beaucoup, on programmait sous contrainte, avec des machines contraintes,
avec très peu de mémoire, des supports de stockage très lents, enfin que sais-je encore, et cetera. Ça a quand même appris, énormément de choses sur la pratique de la programmation, sur, comment sont faites les choses, comment fonctionne un microprocesseur, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui des ingénieurs ou des codeurs qui arrivent sur le marché, bah, qui n'ont pas cette connaissance, sauf s'ils vont vraiment la chercher, mais il y en a de ce que j'observe, pour être très honnête, il y en a très peu qui l'ont, de comment fonctionne le hardware, comment fonctionne un microprocesseur, comment fonctionnent, différents circuits, intégrés, logiques, tout ça, et cetera, comment fonctionne un OS, et cetera. Beaucoup de gens abordent la programmation simplement, aujourd'hui, par des choses de très, très haut niveau. Ça en fait pas forcément des développeurs moins bons sur des développements applicatifs, mais sur certains cas particuliers, ça en fait des développeurs qui sont moins bons sur certains points, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance que nous, on a pu acquérir, pour le coup, à l'aide de sang et de sueur, si j'ose dire. Voilà. Et je suis extrêmement reconnaissant, quelque part, d'avoir vécu cette époque, parce que même si c'était pas tous les jours facile, c'était dur de programmer, et puis il fallait y passer beaucoup de temps. J'y ai passé beaucoup de mon argent de poche aussi dedans. Mais ça m'a permis aussi d'arriver à aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec je pense, un niveau de compétence qui est plutôt pas inintéressant et que je vais continuer à travailler, qui me permet aussi de m'adapter à mon époque. Après, on verra, est-ce que ce sera suffisant pour tenir jusqu'à l'âge de la retraite, si jamais elle arrive. Ça, on ne sait pas, pour différentes raisons. La première des raisons, c'est est-ce qu'on va se faire vitrifier avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? J'en sais rien. Mais je vais quand même essayer d'être positif. Voilà, moi, pour un petit peu finaliser, conclure sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, coder à 50 ans, bah, c'est vraiment, c'est pas être dépassé, c'est pas être obsolète. C'est exprimer, bah, toutes les compétences qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de ces années, et de pouvoir vraiment prendre beaucoup de plaisir. Et je prends énormément de plaisir à coder avec des outils modernes, notamment des IA comme Claude Code, ou comme je le disais tout à l'heure, hein, je code pas 100%, 100% de mon code n'est pas fait avec une IA, mais j'essaye de lui faire faire les choses que je considère être des choses qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée. Voilà, bootstrapper une application dans quelque langage que ce soit, écrire du code qui est du boilerplate ou des choses comme ça n'a strictement aucun intérêt pour moi, et c'est des choses que je préfère déléguer à l'IA. Il va m'écrire les 60, 70, 80% du code que je considère inintéressant. Et ensuite, je vais travailler beaucoup sur l'architecture. Comme je le disais dans une précédente vidéo avec Claude Code, je travaille énormément en mode plan. Donc j'itère énormément sur un plan, sur de l'architecture, avant de le faire coder quoi que ce soit. Et je pense que c'est aussi la clé du succès qui me permet d'être très efficace sur ces sujets-là. Et ensuite, les 20% de code restant, je vais aller vraiment le tricoter à la main, le finaliser à la main, parce que c'est là où je prends énormément de plaisir à le faire. Et c'est là que je vais apporter ma valeur. Même si des fois, je pourrais dire, tiens, je prompte l'IA pour qu'elle code les 20% restants comme je le veux, mais parfois, je vais plus vite à le faire à la main que d'essayer de l'exprimer en langage naturel, tout simplement, avec les risques que ça a. Même si à chaque fois, je dis à l'IA, vas-y, ajoute-ci ou modifie ça, mais sans modifier le reste, bah, des fois, elle prend quand même des libertés, parce qu'une IA, c'est comme un humain, c'est feignant, elle cherche à aller vers l'objectif le plus rapidement possible, quitte à prendre des raccourcis. Et ça, il faut le savoir. Voilà un petit peu pour ce sujet. Bah écoutez, j'espère que c'était assez clair ce que j'ai raconté. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude, mais je trouve que c'est un sujet assez intéressant. D'ailleurs, je me demande même dans quelle mesure ce type de sujet pourrait ne pas être un sujet de conférence tech. Je ne sais pas à quel point ce serait des choses à pouvoir partager de façon beaucoup plus structurée, évidemment, et dans un timing relativement court de 40-45 minutes. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et il y a quelques années, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais lors d'une conférence, j'avais vu quelqu'un qui avait fait une conférence un petit peu du même style sur ce sujet, mais il y a vraiment une dizaine d'années peut-être, sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être senior à 45 ans avec les technologies de l'époque. Et je trouve que c'est assez intéressant parfois de s'arrêter et d'essayer de parler de ces sujets-là à nos pairs, voilà. Et comme ça permettrait aussi, pas forcément d'apporter des réponses, mais de faire un petit peu une rétrospective et surtout une perspective sur le futur.
Alors, comme dit Sylvain, il faudrait organiser Greyvox, comme dit David Gageot, Greyvox, donc la conférence pour les cheveux gris, évidemment. Et voilà. En tout cas, j'en ai fini pour ce sujet. J'espère que le sujet vous a plu, que ça vous apporte. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord. Et n'hésitez pas à partager, notamment dans les commentaires quand je mettrai le replay sur YouTube, hein, les pour, les contre. D'essayer d'échanger sur ce sujet. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On va terminer là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur la chaîne. Venez poser des commentaires, des likes, tout ça. Même si c'est du négatif, je prends. Tout ça, ça nous fait grandir, évidemment. Et moi, ça me fait grandir aussi sur mon activité de créateur de contenu, comme on dit. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore ce dont je vais vous parler, mais j'ai quelques petites idées là dans ma tête. Il faut que je travaille ça. Et puis, bah, je vous dis donc à la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.